tout d'abord, je tiens à remercier donc, les membres de l'association, donc les organisateurs, ainsi que vous, d'avoir nous avons honoré aujourd'hui avec votre présence. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je reviens vous voir et essayer de vous exposer nos modestes recherches dans le domaine de la santé et de la nutrition. Voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle méthode destinée au diagnostic donc, des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, mon cher collègue et ami Eutha m'a fait ce matin l'introduction du stress oxydatif. Donc là, moi je vais essayer de passer rapidement sur ces notions, mais en cas de questions ou de problèmes, n'hésitez pas à préparer des questions à la fin. Donc juste pour vous rappeler, le stress oxydatif, comme l'a dit Dr Naili ce matin, est un état de déséquilibre entre les antioxydants et ce qu'on appelle les radicaux libres. Pour emprunter un peu l'expression de mon ami Mustapha, donc vous imaginez que les antioxydants, c'est des soldats. Et les radicaux, ou les espaces oxygénés réactifs, c'est les ennemis. Donc c'est une balance entre les antioxydants, donc le système de défense, et les ennemis. Malheureusement, donc, cet état, donc, ce stress oxydatif, est responsable aujourd'hui, ça a été démontré avec des études scientifiques, qui est à l'origine de l'apparition de plus de 200 pathologies, à savoir donc, les cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, Parkinson, Alzheimer, et beaucoup aussi donc, beaucoup de pathologies liées à l'infertilité par exemple. Je vous présenterai quelques résultats justement dans ce domaine. Les antioxydants, donc, comme je vous l'ai dit, c'est des soldats, donc ce sont toutes molécules aujourd'hui qui possèdent la propriété de lutter contre les radicaux libres. Donc les radicaux libres, chimiquement, donc c'est des espèces dépourvues d'un électron, donc chimiquement instables. Donc elles cherchent à se stabiliser. Donc, en s'accrochant à des molécules adjacentes, si c'est une protéine, donc voilà, comme a dit mon collègue ce matin, si par malheur ça tombe sur une protéine enzymatique, donc il y a la perte de l'activité. C'est sur l'ADN, donc vous connaissez les conséquences, donc l'apparition des cancers, ou sur tout ce qui est lipides, donc vous voyez les problèmes liés à les pathologies cardiovasculaires. Donc ce stress oxydatif, je ne vais pas aussi m'étaler trop sur ce point, donc a plusieurs facteurs. Donc vous avez des facteurs internes et des facteurs externes. Parmi les facteurs internes, donc vous connaissez la mauvaise alimentation, le sport, un sport intensif. Vous avez aussi l'exposition au rayonnement UV ou nucléaire ou autre, mais aussi à ce qu'on appelle un stress de différentes natures, voilà, psychologique, émotionnel, qui peut être aussi à l'origine de l'apparition de stress oxydatif. Puisqu'aujourd'hui, donc, cette technologie que je vais vous présenter est une technologie dite non invasive, donc elle permet de mesurer directement le degré du stress oxydatif au niveau de la peau. C'est pour ça que je vais vous montrer un peu quelques brèves notions de la peau. Donc la peau est, vous le savez très bien, est la première barrière qui protège l'organisme, et que cette peau, donc, elle est exposée à des problèmes divers, à savoir donc, les rayonnements, aussi à l'âge. Donc plus on vieillit, plus notre peau voilà, est imperméable, justement, merci pour l'expression.
mais aussi un autre moyen, donc c'est tout ce qui est administration. Donc par voie orale, de temps en temps, donc dû à l'alimentation, on consomme des substances voilà, qui peuvent être nocives à l'organisme, mais particulièrement sur nous. Donc le vieillissement de la peau aussi est une conséquence donc, du stress oxydatif qui se traduit par un relâchement, par les dénaturations des protéines donc, cellulaires telles que le collagène et l'élastine et qui se concrétise par les rides par exemple. Et sur le plan pathologique, donc l'apparition des cancers au niveau de la peau, c'est dû à, encore une fois, à ce stress oxydatif. Là, ça a été dit ce matin, donc je ne vais pas m'étaler, donc c'est sur la destruction donc, des cellules par suite donc, à un état de stress oxydatif. Donc encore une fois, on commence par une destruction de la paroi cellulaire, ensuite donc les métabolites, voilà, sur les protéines cellulaires. Là aussi, ça concerne les antioxydants, donc, qui peuvent être aussi divisés, encore une fois, sur des antioxydants non enzymatiques et des antioxydants enzymatiques. Les antioxydants enzymatiques, c'est ce qu'a dit Dr Naili tout à l'heure, donc tout ce qui est sode, donc superoxyde dismutase, la glutathione peroxydase, vous avez la sode, et des antioxydants donc, non enzymatiques. Vous avez la catégorie des vitamines, la vitamine E, la vitamine C, la vitamine A, donc bêta-carotène, et les oligoéléments, à savoir les cofacteurs, sélénium, cuivre, zinc, donc qui font partie aussi des enzymes à activité antioxydante. Aujourd'hui, les antioxydants sont utilisés par tous les professionnels, de l'alimentaire, de la cosmétique, de la nutraceutique et de la pharmaceutique. Et tout ça pour deux objectifs. Le premier, c'est pouvoir stabiliser ces matrices. Et le deuxième objectif est utiliser justement ces matrices ou ces produits pour vectoriser les antioxydants pour lutter contre le stress oxydatif. Alors, un exemple parlant, les produits cosmétiques. On rajoute des antioxydants dans une crème cosmétique pour la stabiliser dans un premier temps. Et le deuxième point, c'est de rajouter des antioxydants pour vectoriser afin de lutter contre les conséquences du stress oxydatif, relâchement, anti-cerne, voilà, c'est ce que vous voyez. Et c'est la même chose pour les produits alimentaires, par exemple. Vous voyez, ce matin, je me suis amusé à regarder la composition justement de ce jus. On voit la présence de l'acide ascorbique, qui est à la fois un agent conservateur, donc un agent stabilisant, mais on utilise aussi pour un but de tout ce qui est allégation nutritionnelle ou allégation de santé, on rajoute des antioxydants dans les jus, dans les préparations alimentaires, pour lutter contre le stress oxydatif, donc qui consiste à rééquilibrer le système de défense et la présence de ces radicaux libres. Et tellement, donc, on est une population, en tout cas l'homme, et surtout en ce moment, on court. C'est pour ça que les professionnels ont mis le paquet sur ce qu'on appelle les compléments alimentaires, le côté nutraceutique. Donc on essaye de fabriquer ou développer des formules, des gélules, donc c'est ce que vous voyez sur les compléments alimentaires, enrichis en sélénium, en vitamine C, un complexe de vitamines, afin d'accélérer rapidement l'irradiation du stress oxydatif. Je vous donnerai quelques résultats, vous verrez sur l'efficacité ou l'inefficacité de ces produits. C'est bon ? Ouais. Aujourd'hui, donc, si vous regardez un peu toutes les études scientifiques sur l'évaluation du stress oxydatif,
Vous verrez donc toute une panoplie de méthodes existantes aujourd'hui. Encore une fois, Dr Naili a cité quelques-unes. Je compléterai peut-être avec les méthodes in vitro, donc on utilise aujourd'hui, que ce soit dans le domaine alimentaire ou dans le domaine médical, pour évaluer le stress oxydatif. Donc vous avez deux types de méthodes, des méthodes directes et des méthodes indirectes. Ce qui a été cité ce matin, c'est des méthodes indirectes, c'est-à-dire on va à la recherche des métabolites, donc du stress oxydatif, des marqueurs, tels que le NDA par exemple. Mais vous avez ce qu'on appelle des méthodes in vitro, en utilisant des radicaux chimiques pour provoquer un stress oxydatif, et on va mesurer le pouvoir antioxydant, le pouvoir qu'une matrice peut avoir pour lutter contre ce radical chimique. Mais son grand problème, c'est qu'on ne peut pas simuler ce qui se passe dans notre organisme, puisque toutes ces méthodes, que ce soit ORAC, DPPH, FRAP ou TOSC, on utilise donc des radicaux chimiques, alors que dans notre organisme, on a ce qu'on appelle des ROS, des espèces oxygénées réactives. Donc on ne peut pas simuler exactement ce qui se passe dans notre organisme. Et c'est ce qui nous a justement poussé donc, depuis une dizaine d'années afin de développer une nouvelle méthodologie qui permet vraiment d'évaluer ce degré, ce stress oxydatif, tout en garantissant au moins à 99% de ce qui se passe dans un organisme. D'où donc le terme PAOT. Le PAOT, c'est pour le pouvoir antioxydant total d'une matrice, soit alimentaire, cosmétique, nutraceutique ou pharmaceutique. Donc avant de parler de ces méthodes, donc, vous avez deux types ou deux catégories de méthodes. Vous avez ce qu'on appelle des méthodes invasives. Vous connaissez peut-être parfaitement. Et des méthodes non invasives. Les méthodes invasives, donc ça nécessite un prélèvement sanguin, donc on récupère le sang et on analyse, on passe à la recherche de ces métabolites ou ces marqueurs du stress oxydatif. La deuxième catégorie, donc c'est des méthodes non invasives, si directement, sans prélèvement, ça ne nécessite pas de prélever, on le fait directement sur les tissus biologiques. C'est bon. Et si vous regardez aujourd'hui au niveau de la bibliographie, il n'y a qu'une seule méthode existante qui permet d'évaluer la quantité d'antioxydants au niveau de la peau. Et que cette méthode n'est pas commercialisée, donc c'est une méthode qui a été développée, qui existe dans un laboratoire. Mais un des grands problèmes de cette méthode, donc elle permet juste d'évaluer les caroténoïdes au niveau de la peau. Donc vous connaissez tous aujourd'hui qu'au niveau de la peau, on n'a pas que des caroténoïdes. Donc cette méthode, en fait, donne des résultats plutôt partiels. C'est la seule méthode aujourd'hui qui permet d'évaluer, on va dire, une petite partie des antioxydants au niveau de la peau. Donc cette méthode appelée PAOT technologie s'adresse à la fois aux professionnels que je vous ai cités tout à l'heure, donc tout ce qui est agroalimentaire, cosmétique, nutraceutique et pharmaceutique. Il y a encore un dernier, côté médical. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de démontrer ou d'évaluer le degré du stress oxydatif des patients, afin de faire de la prévention ou pourquoi pas un traitement. Donc la pathotechnologie est divisée en deux. Donc on a deux systèmes. Si vous vous souvenez la dernière fois, vous avez ce que je vous ai montré, c'est la PAOT liquide. Donc cette variante donc, permet d'évaluer par exemple le sang, le liquide séminal, liquide folliculaire, la salive, un jus, du thé, du café. Et c'est que cette méthode, elle est non destructive. Donc il n'y a pas d'extraction. Vous pipetez vos 200 microlitres, vous les analysez, vous avez un résultat directement.
mais ça reste quand même une méthode non invasive. Une méthode invasive, pardon. Et c'est ce qui nous a poussé à développer une autre méthode, c'est une méthode non invasive cette fois-ci, qui permet d'évaluer le stress oxydatif au niveau des tissus biologiques. Tout type de tissus. La peau, les feuilles, les racines, un fruit entier. Donc on peut mesurer son potentiel directement, sans extraction. Donc la technologie, ce qui nous a poussé vers cette méthode, c'est que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le stress oxydatif est un phénomène d'oxydoréduction. Donc c'est un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant. D'où la nécessité, donc c'est ce qui a permis d'imposer une méthode électrochimique. Donc électrochimique qui permet d'évaluer, donc de mesurer le potentiel électrique au cours de la réaction. Donc cette technologie permet à la fois de suivre le stress oxydatif pour dépister d'éventuelles pathologies, pour faire de la prévention. Un autre point, surveiller l'efficacité ou l'inefficacité d'un produit ou d'un traitement. Et enfin, pour les fabrications ou la production, donc c'est ce qui permettrait d'optimiser les doses en antioxydants ou oxydants dans les produits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les antioxydants aujourd'hui sont victimes de leur succès. Donc effectivement, il y a des résultats, il y a des preuves scientifiques qui démontrent l'efficacité d'un produit antioxydant. Mais il y a d'autres analyses aussi, d'autres études qui démontrent au-delà d'une certaine concentration, l'antioxydant devient un pro-oxydant. Il devient pro-oxydant. Donc c'est un des grands problèmes aujourd'hui dans la formulation des produits, c'est que les gens, pour des raisons donc, de manque d'indicateurs ou de technologie, on ne pourrait pas aujourd'hui suivre ou démontrer à quelqu'un que son produit, son thé ou sa crème cosmétique ou son jus de fruits est efficace ou est inefficace. Mais aujourd'hui, on peut le faire avec cette technologie. Je vais vous démontrer ça. On fera une mesure avant et après la prise d'un produit qui est censé avoir un effet. Et on va démontrer tout à l'heure, donc à la fin de la présentation. Donc ça, je le dis. Donc là, cette technologie s'adresse à tout ce qui est produits alimentaires, donc les matières premières, les extraits qu'on rajoute, donc les extraits végétaux, donc préparation cosmétique ou pharmaceutique. Tout ce qui est fluide biologique, comme je vous dis, le sang, plasma, sérum, liquide séminace, liquide folliculaire, salive. Là, cette figure est très intéressante parce que ça, on va dire, c'est un ensemble de produits phares consommés en Europe aujourd'hui. Donc vous avez un peu tout, un échantillon. Vous avez des compléments alimentaires, de la vitamine, de la gelée royale, du miel. Vous avez un complexe de vitamines, baptisé 27 composés, je n'arrive pas à voir. Vous avez un autre, la vitamine C, associée à du guarana, donc c'est un produit, voilà, aussi, apparemment, qui dispose de vertus intéressantes. Vous avez du jus de citron frais bio, vert, citron vert et citron jaune. Vous avez des jus de fruits, vous avez du vin par exemple pour leur côté polyphénol, et vous avez des produits tels que celui de la Tropicana. Ils mettent une allégation nutritionnelle, donc ils affichent sur le packaging le fait que ce produit est riche en antioxydants. À votre avis, si je vous demande de me classer ces produits, selon leur pouvoir antioxydant, quel serait le produit voilà. Vitamine C bio.
Vitamine. Plutôt le jus. Le jus de citron. Oui. En premier. Jus de citron. Vitamine C. Ouais, tropical. Des fruits rouges. Ah oui, oui, Tropical. Le vin. Le raisin. Oui, madame. Le trépied. Mais ça c'est comme ça, j'ai essayé. Voici le classement. Alors, tropical, hein? Tropical, c'est ce que j'ai dit. Voici le classement aujourd'hui des produits selon le pouvoir antioxydant réel. Alors, si j'avais utilisé une méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, oral, ou DPPH, ou FRAP, j'aurais un classement différent. Chaque méthode classe les produits d'une manière différente, puisque chaque méthode a un principe différent. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé les professionnels, puisqu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils choisissent la méthode qui permet de classer son produit au premier rang. Mais c'est que chaque méthode donne que des résultats partiels. Mais avec cette méthode, donc on démontre aux gens l'efficacité antioxydante totale de la matrice. Et ce que je vous ai montré là, vous avez même une gélule à la fin qui clôture un peu le classement. Donc c'est de la gelée royale. Quand vous voyez le prix et surtout les arguments de vente, je vous laisse deviner. Là en fait c'est un classement aussi de fruits et légumes. Là c'est des légumes, le pouvoir antioxydant de ces légumes. C'est rapide puisque un par un. Alors le premier, voilà, c'est de l'ail. Je vous apprends rien. Vous avez l'ail, vous avez du concombre, vous avez Des épinards. Et ce qui ferme ce classement, vous voyez que c'est des haricots. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faudrait pas consommer les haricots. Ouais. Alors les haricots sont aussi consommés pour d'autres vertus telles que les fibres. Il est alcalinisant. Pardon? C'est un alcalinisant. Aussi, tout à fait. Aujourd'hui, le Programme national de la nutrition et de la santé recommande la consommation de 30 grammes au quotidien de fibres pour les femmes et de 25 grammes de fibres par jour pour l'homme, afin d'éviter les cancers colorectaux. Voilà. Donc, tout est une question d'équilibre. Pour les fruits, La fraise. alors, pour les fruits rouges, donc la fraise, grâce à ses caroténoïdes, se positionne largement au premier rang. Mais le melon. Donc maintenant, on va passer un peu à l'objet de la conférence, donc de la présentation de la PAOT Skin, donc qui permet d'évaluer ce stress oxydatif. Donc le dispositif est sur cette table. Comme je vous l'ai dit, donc cette technologie permet de démontrer, donc à la fois d'évaluer le degré du stress oxydatif, donc de faire de la prévention. Le deuxième point, ça permet aussi de démontrer l'efficacité ou l'inefficacité d'un produit cosmétique, pharmaceutique, alimentaire ou nutraceutique. Alors là, c'est quelques photos donc, de mes collaborateurs. Donc, comme je vous ai dit que cette méthode est destinée à tout type de tissu biologique. Donc on le fait au niveau de la peau.
donc au niveau du bras, pour la simple raison, c'est que c'est une zone très très sensible. Très sensible, donc c'est plus représentatif. On le fait au niveau des pommes, grâce à la présence donc, des polyphénols. En déjeunant tout à l'heure, quelqu'un m'avait parlé, je ne sais pas si c'était vous, justement la présence d'éplucher une pomme. Ah oui, voilà. Oui, justement, je voulais vous parler sur ça. Quand il a intervenu et quand il a donné l'origine des radicaux libres, donc si vous permettez, je voulais juste vous rajouter une petite information, c'est qu'il existe également certaines réactions d'altération des aliments et qui sont liées à ce qu'on appelle le brunissement non enzymatique. Et je citerai à titre d'exemple la réaction de Mayer, qui est élaboratrice de radicaux libres et qui sont par la suite justement à l'origine du stress oxydatif. Donc voilà, quand vous prenez par exemple un fruit, quand vous le découpez, on voit apparaître par la suite la couleur. Alors il existe deux types de réactions. Il y a ce qu'on appelle le brunissement enzymatique et il y a le non enzymatique. Alors l'enzymatique qui fait... C'est la caramélisation. C'est des réactions d'oxydation. Mais pour le non enzymatique, je citerai la réaction de Mayer, vous connaissez monsieur bien sûr, et dont le mécanisme il fait impliquer les composés carbonylés, et je citerai au passage les composés glucidiques et également les protéines. Et à un moment donné, dont le mécanisme il reste encore un peu obscur jusqu'à l'heure actuelle, il élabore au passage des radicaux libres qui peuvent également être source. Très bien. Voilà. Merci pour la. C'est bon. Alors, voici l'échelle. Donc, cette machine, enfin, ce dispositif permet donc de suivre le potentiel électrique donc, lors de la réaction d'oxydoréduction. Et donc, pour cela, donc, nous avons développé en tout cas, une échelle qui permet aujourd'hui de situer l'état oxydatif du sujet. Donc, vous avez une valeur inférieure à 0,9. Cette personne, donc, elle est dans un état oxydatif, entre 0,9 et 1,5, vous êtes dans une zone à risque. Et au-delà de 1,5, là, vous avez une santé saine, voilà. Vous avez un équilibre. L'unité de mesure? Alors, l'unité de mesure, c'est milli-équivalent. Milli-équivalent, donc c'est de l'électrochimie. C'est-à-dire c'est une mole d'un produit, d'un antioxydant, vous donne 2 électrons équivalents. À la différence des autres méthodes, la nôtre permet de convertir les électrons, donc lors des échanges, en équivalent, en mol équivalent, qui représente donc la concentration d'un antioxydant par gramme ou par litre de votre produit. Si c'est un liquide, donc par litre, si c'est en une masse, donc par gramme, donc on peut exprimer ça selon la matrice que vous utilisez. Hein? Le phénomène de mesure électrostatique, électrochimique. Non, c'est un phénomène d'électrochimie. Donc le stress oxydatif est une réaction d'oxydoréduction. Donc c'est un transfert d'électrons. Un antioxydant donc, cède un électron au radical pour le stabiliser. Donc cet électron, donc si vous avez 5 antioxydants dans votre matrice, puisqu'il n'y a pas qu'un seul, donc il donne 5 électrons. Donc nous, on convertit ces électrons qui sont donnés par ces 5 antioxydants. On peut remonter, dire que finalement il y a 5 molécules qui ont donné leur électron. Donc on peut estimer la quantité d'antioxydants. Voilà. Donc là, je peux vous expliquer ça à la fin sur la machine. Donc vous avez 2 échelles. Vous avez une échelle pour la pouch skin, donc pour la peau, et vous avez une autre pour le sang. Vous voyez les unités, mais une 10 puissance 3 et une autre 10 puissance 5. 10 puissance moins 5, hein, pardon. C'est moins 5 et moins 3. Pourquoi? C'est-à-dire dans l'organisme, dans le sang, on a plus d'antioxydants ou de radicaux que
quand on mesure au niveau de la peau. Pourquoi? Il y a beaucoup de réactions chimiques, c'est ça? C'est le passage. Il y a certaines molécules, elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas traverser la peau. Donc on ne peut pas les mesurer. En revanche, il y a certains radicaux, dans certains cas de cancéreux, on remarque donc la quantité de radicaux libres au niveau de la peau très important que ce qu'il a au niveau du sang. Et là, puisque c'est des molécules qui sont très petites, donc elles peuvent traverser. Donc on les retrouve au niveau de la peau. Mais tout ça a été corrélé, donc les mesures obtenues au niveau de la peau, au niveau du sang, donc, ont été corrélées. Je vais vous donner... Est-ce que les mesures sont pareilles dans différentes parties de la peau? Oui. On peut mesurer, mais ce que je vous disais, on a choisi cette partie puisque c'est là où on a une zone la plus sensible, la plus représentative. Mais on le fait, je vous ai montré dans la photo, on peut le faire au front ou dans tout type de tissu biologique. Uniforme. Uniforme, on a quand même un écart, donc quand vous le mesurez là ou dans le pied, c'est pas la même chose puisque l'échange n'est pas le même. Donc le transfert n'est pas forcément le même. Mais l'écart est à peu près entre 10% aujourd'hui. Donc là, je vous montre quelques résultats qui sont très intéressants. Donc on a mené une étude dans pas mal de pays. Je vous citerai quelques-uns. Donc là, on a lancé une étude sur l'apport d'une boisson qu'on a sélectionnée tout à l'heure, Tropicana. Donc on a testé 4 types de boissons. Donc un jus standard, voilà, un jus standard. Et on a fait 3 formulations. Donc ça, c'est nous qui avons fait les formulations. Une où on a rajouté une quantité d'antioxydants et une sur le marché qui est censée contenir déjà des antioxydants. Et on a mesuré ça donc in vitro avec la paroi liquide. Voici les résultats qui ressortent. Donc on a vu que donc, le produit Tropicana est un produit très riche à un pouvoir antioxydant plus important. Et donc on a sélectionné ce produit qu'on a mis à disposition d'un panel de personnes pour voir le suivi. Donc là je vous montre les résultats donc, de 2 sujets. Donc là on a 2 sujets. Là vous avez le pouvoir antioxydant. Pardon. Juste avant. Donc là, à T0, donc ça c'est la cinétique. C'est la cinétique du stress oxydatif donc, au cours du temps. Vous avez à T0, donc ces 2 patients, donc après avoir bu la formule 3, 30 minutes après, enfin 1 heure, donc 30 minutes après, on constate un pic sans pouvoir antioxydant. Mais à la fin d'une heure, on constate une baisse. Et cette baisse, donc peut-être expliquée par justement son côté curatif, donc fermentation, j'ai pas le mot. Et la baisse, donc c'est la cinétique du stress oxydatif. Donc on constate une augmentation, ensuite une baisse au cours du temps. Et là, en fait, cette remontée est due, donc la personne, après le déjeuner, on constate une augmentation, une remontée due à l'alimentation, voilà, qui a tendance ensuite à baisser. Ça, donc, on a travaillé avec une université, donc l'université la plus grande en Russie, sur l'évaluation donc de l'activité donc ou du stress oxydatif au niveau des étudiants. Donc au niveau des étudiants, voici les résultats obtenus. Vous avez plus de 25% donc ont une activité antioxydante inférieure à 1. Donc ils sont déjà dans un état de stress oxydatif. Ça c'est des étudiants russes. Vous avez 2,5, c'est ça?
Oui. Les gens qui sont supérieurs à 2,5, on a quand même 21% qui ont, on va dire, qui ont qui sont en bonne santé aujourd'hui. Ça, c'est des étudiants sur 650 étudiants. Juste pour vous dire, donc parmi ce panel, on a 30% d'étudiants fumeurs. On a 2,8 d'étudiants qui ont un problème cardiovasculaire. Et enfin 7,6 qui ont un problème de santé en général. Une autre étude justement menée aussi cette fois-ci en Allemagne sur le côté, donc la relation entre le stress oxydatif et l'apparition donc des problèmes d'infertilité. Et sur un panel là de plus de, ça c'est 256, et là on avait 340 patients. Et regardez la moyenne des gens qui ont une santé de reproduction plus intéressante par rapport à des gens justement qui présentent une pathologie. On constate comme une corrélation directe entre l'apparition de ces pathologies et le degré du stress oxydatif. Donc là, ce point pourrait expliquer aujourd'hui donc, les problèmes qu'on constate, qu'on voit de plus en plus dans les pays développés ou voire chez nous. Hein. Voilà. Chez nous. L'injonction de vitamine E peut amener chez certains la reproductivité chez nous. Hein. Juste pour vous dire, en Russie aujourd'hui, 30% de la population présente un problème d'infertilité. En France, c'est 16%. 16%. C'est devenu un problème de santé publique. Alors, en Algérie, ce qui serait intéressant justement, c'est de faire, bon, je terminerai peut-être par ça, vous dire un peu les prochains projets qu'on pourrait... Ce que je sais qu'elle devient plus fréquente. En progression, j'ai des patients, mais elle devient très fréquente. Paraît-il, 10% des couples consultent des couples entre les deux. Et en Europe, on a 10% de ces problèmes peuvent être réglés rien qu'avec l'alimentation. Juste un équilibre alimentaire. Donc là, toujours avec la même méthode, nous avons voulu tester au niveau donc, de la peau deux groupes de patients, enfin de sujets. On a un groupe de personnes, donc de personnes saines et un groupe de personnes qui présentent, donc qui sont hypertendues. Et on a voulu justement faire une moyenne pour démontrer le rôle en termes de prévention que peut avoir cette technologie. Vous voyez, pour le groupe de patients, de sujets sains, là on a une moyenne de 2,19. Contrairement au groupe d'hypertendus, qui a une moyenne de 0,43. Hypertendu traité ou la non traité? Non, là c'est non traité. Avec des médicaments cardiovasculaires Non, là ils ne sont pas traités. Donc alors, gardez juste en tête le code couleur que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'échelle pour que vous puissiez un peu situer. Donc le vert, c'est les gens qui sont en bonne santé. Jaune, c'est des zones à risque. Rouge, donc c'est un stress oxydatif. Ok? Donc dans cette étude, ce qu'on avait voulu, on avait donc un groupe de cancéreux. On avait un groupe donc de personnes donc, qui étaient âgées. Et un autre groupe d'étudiants, voilà, on a voulu tester si on pouvait démontrer ou diagnostiquer ce type de pathologie. Regardez, donc les gens qui sont quand même le groupe des cancéreux se retrouvent dans la zone oxydative. Et quand une personne est à jeun, elle est vraiment en zone à risque. Il peut s'expliquer. À jeun, oui. Ouais. À jeun. À jeun. Pourquoi on a choisi
Voilà. Ben là, je travaille avec pas mal de partenaires, donc ça permettra aussi de démontrer, de trouver les explications. Est-ce que quand on est à jeun aujourd'hui, on a, c'est quoi notre statut oxydatif? C'est aussi l'objectif de pouvoir trouver des solutions. Et en quoi ça leur intéresse de faire une étude sur une population à jeune? Elle deviendrait peut-être bénéfique pour mon Dieu, un pays musulman ou le jeune? C'est pas un Il y a le jeune thérapie. C'est juste pour démontrer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines explications qui peuvent être expliquées par le fait qu'on est à jeun. Donc c'est pas forcément une pathologie. Et là, j'avais juste listé quelques exemples avec l'âge. Donc quelques sujets, donc 45, 43, 22 et 39, et les problèmes de santé que peuvent avoir ces personnes. Donc une personne qui est à 0,8, donc il est dans un stress oxydatif, voilà. Donc en faisant, puisque après l'analyse, il y a un questionnaire à remplir. Est-ce que la personne a des problèmes de santé? Donc il y a tout un questionnaire. Et donc il ressort que cette personne a des problèmes au niveau du tractus gastro-intestinal et aussi fumeur. Et les personnes aussi fumeurs, vous voyez, donc ils sont dans un état oxydatif avancé. Voilà, c'est ce qui se répète. Et aussi le facteur de l'âge. Vous verrez la relation entre cet état oxydatif et l'âge. Pour la jaune, est-ce que c'est pas le truc bazar qui est nécessaire pour le corps à jeun? Ou comme référence, non? Parce que souvent, on a besoin de radicodie quand on la visite. Oui. Mais est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle le bazar pour je suis pas sûr. Hein? Baseline. Je suis pas sûr parce que, bon, là, l'échantillon, on avait, il me semble, une cinquantaine. Donc là, on avait... Dans le bazar. Ouais. Dans l'équilibre. Alors, donc, à l'équilibre, normalement, on a assez d'antioxydants aujourd'hui pour pouvoir lutter contre tout ça. Il y en a mis tout à l'heure. Oui. Mais ce que je veux dire... Le foie, oui, va donc utiliser pour son pouvoir de diminuer les radicaux. Donc c'est le genre. Oui, mais c'est ça, on l'avait expliqué, on a dit qu'on a des antioxydants qui sont endogènes, des antioxydants exogènes, donc qui peuvent venir, enfin qui doivent venir de l'alimentation. Et le rôle, donc là vous avez un système d'alerte, à ce stade, que vous êtes dans une zone à risque. Mais encore une fois, le stress oxydatif qu'on mesure est dans tous les états, il est instantané. Il ne représente pas la vie de... Voilà. C'est variable. Voilà. Il est variable. Juste. Donc là, c'est à tenter. Ça veut dire pendant la journée, il est fluctuant. Bah oui, c'est ce que je vous ai montré, c'est selon la consommation. Finalement, ça sert à quoi? Quel est l'intérêt? Je prends une personne, oui, et puis je l'analyse. À ce moment-là, elle est par exemple au centre. Une personne normale, oui. Ça change tout le temps. Voilà. Oui. Une personne normale, quand vous avez une personne dans cette zone oxydative, donc là, la personne elle est en zone oxydative. Vous êtes sûr et certain que cette personne présente un problème. Cancer, diabète, cardiovasculaire. C'est constant. Là c'est constant. C'est un élément d'orientation diagnostique. Là, c'est un élément justement qui peut... C'est pour ça que je parle plus de prévention. Quand une personne se retrouve dans cette zone, elle est en zone à risque. Donc c'est un électrochoc pour pouvoir se prendre en charge. Mais cette personne-ci, la mesure elle est faite à T0. Si la mesure elle est faite à T1, peut-être que ça va changer. Oui, mais à T1, ok. On peut passer là, quand on se situe là, il y a une petite fluctuation. Mais quand vous êtes là, donc là, vous avez un stress oxydatif. Il y a un problème. Voilà. Donc là, on a su qu'il y a un problème. Si vous vous souvenez de l'échelle, j'avais dit que là, il faudrait une consultation médicale exigée.
C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on tombera dans la zone rouge. Ah non, non. On peut revoir l'échelle. Surtout pas, on peut revoir l'échelle. Je l'ai laissé à la fin, de toute façon, je vous la montre à la fin. Oui. C'est comme on évalue, je m'adresse au médecin, quand vous évaluez le risque cardiovasculaire d'un patient, le risque qu'il va faire un IDM ou un accident. Vous allez le traiter, vous allez choisir des thérapies pour prévenir ces complications. Au lieu qu'il le fasse dans les 10 ans à venir, peut-être qu'il le fera dans 20 ans ou pas du tout. Je pense que c'est exactement ça, évaluer le stress oxydatif d'une personne, ça va nous permettre de faire de la prévention. On ne va pas lui dire, waouh, vous allez avoir un cancer ou un truc, mais on va lui proposer une alimentation, une supplémentation pour essayer de retarder. Oui, c'est attention. Donc c'est la prévention. Voilà. Et il y a un autre volet, justement, c'est l'efficacité. Donc quand vous donnez à quelqu'un un traitement, un traitement, là vous pouvez le suivre. C'est un suivi. Si la personne comme faire une radio. Direct, toujours dans la même zone, c'est que donc, le traitement n'est pas adapté. Oui. Ça en fait, voilà. C'est un examen complémentaire. Ben oui. Exactement. C'est très très efficace, surtout c'est sur place. Là, il y a beaucoup de le résultat, c'est instantané. Ouais. Et donc là, quand vous situez votre patient, là il faudrait une recommandation. Donc s'il est dans cette zone-là, vous êtes sûr que la personne présente un problème. Oui, monsieur. S'il vous plaît, puisque la mesure du potentiel redox dépend de l'instant. Oui. Alors quel est le meilleur moment pour mesurer est-ce que c'est par exemple à jeun le matin ou là, après manger, puisque ça va changer? C'est une question de cinétique. Si vous vous souvenez, dans la figure juste avant, donc quand la personne consomme, et donc là elle baisse, et à un moment, donc, on se situe dans une partie. Si on est une personne saine, on se situe dans cette zone. Entre 1,5, voilà, 1,5, si vous consommez, vous augmentez, mais on se situe dans cette zone. Vous voyez? Ça veut dire de préférence, on prend plusieurs mesures pendant la journée. C'est mieux. Pour le patient? Oui, le patient, donc si c'est vraiment un patient, vous voyez qu'il est dans un état oxydatif avancé, donc là il faudrait une prise en charge rapidement. Et si vous lui proposez, lui recommandez un traitement par exemple, un traitement ou une prise en charge, vous pouvez suivre avec cette méthode à temps réel. Donc on fait à la fois de la prévention et de l'efficacité. Ouais. Les commercialisés, par exemple. Mais qui est là? Alors, c'est l'appareil du futur qui est là. Oui, qui est là. Pas encore commercialisé. Alors, tout nouveau, hein. C'est la première présentation. Vous m'avez un peu devancé, mais effectivement, l'objectif, dans quelques années, c'est-à-dire vous n'aurez pas des montres, mais vous aurez cette machine au niveau de votre bras. Et elle va vous dire, là vous avez un état, elle va vous biper sur votre portable. En plus de ça, elle pourrait même faire une recommandation de prendre un jus de fruits ou une pomme ou un complément alimentaire. Voilà. Et ça, on va dire, on va attendre un peu. Non, justement. Mais ça, c'est primordial. C'est vraiment... C'est ce qui ressort à chaque présentation. Vous n'avez pas encore commercialisé. Non, et on en discutera. Donc si vous permettez, je vous explique. On laisse terminer, s'il vous plaît. Ça aussi, donc... s'il vous plaît. Juste pour rebondir à ce qu'a dit monsieur Sissas. Voilà. On avait parlé tout à l'heure, que ce soit moi ou Dr Naili, sur les facteurs déclencheurs du stress oxydatif. On a des facteurs externes. Les gens qui sont exposés aujourd'hui à des métiers stressants, donc à des émanations chimiques, dans tout ce qui est filtrochimie. Donc là, on est sûr de développer une pathologie. Et je me suis intéressé toujours en Russie dans différents domaines. Et là, ce que vous voyez,
en fait, c'est le degré du stress oxydatif des ouvriers russes qui travaillent dans la pétrochimie, des gens qui travaillent dans des métiers vraiment à risque, dans les mines, charbon et tout ça. Juste, regardez les gens qui sont en bonne santé. Vous voyez le rôle? Vous voyez le rôle des gens ou d'un métier, des gens qui sont exposés aujourd'hui, soit à des irradiations. Donc, si vous voulez, mon objectif, c'est de pouvoir refaire ça